Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Duplex, le podcast du Lilbertin. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial que nous vous proposons consacré à l'IVG après son inscription dans la Constitution. Salut Anaëlle. Salut Noé, oui, nous recevons ici au local du Lilbertin Véronique Seillet, ex-coprésidente du planning familial de 2013 à 2020 et aujourd'hui administratrice au planning familial à Lille. Bonjour Véronique Seillet, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, je suis au conseil d'administration du planning familial du Nord. Nous sommes basés à Lille, mais aussi à Cambrai et à Maubeuge. Alors pour ceux peut-être qui ne connaissent pas le planning familial, est-ce que vous pouvez nous parler de vos missions ? Oui, alors le planning familial est une association qui s'est créée en 1956 sous le nom de Maternité Heureuse à l'époque, mais qui est vite devenue le planning familial, membre d'une organisation internationale qui est l'IPPF, International Planned Parenthood Federation. Voilà. C'est un mouvement féministe et d'éducation populaire qui se bat donc depuis tout ce temps pour le droit de chaque personne à disposer de son corps, à vivre sa sexualité sans violence ni contrainte et pour le libre choix de chaque personne. C'est pour ça que le planning a milité pour le droit à la contraception, mais aussi pour le droit à l'avortement et milite aussi aujourd'hui pour les droits des personnes LGBT, tous les droits en fait qui sont liés à la sexualité et au droit de choisir. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qui est important aujourd'hui. Alors le président de la République a réuni le 4 mars dernier le Congrès à Versailles pour voter l'entrée dans la Constitution de l'interruption volontaire de grossesse. Voici le résultat du scrutin sur le projet de loi constitutionnelle. Nombre de votants, 902. Nombre de suffrages exprimés, 852. Majorité requise pour l'adoption du projet de loi constitutionnel, soit les 3/5 des suffrages exprimés, 512. Pour l'adoption, 780. Contre, 72. Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale que nous venons d'entendre, présider la séance au Congrès. Où êtes-vous à ce moment-là, Véronique Seillet, et surtout comment vous réagissez à cette annonce ? Bien, je pense que c'est une annonce vraiment très importante parce que je dois vous dire qu'on n'était pas persuadé que ça passe puisqu'au Sénat, il y avait eu pas mal d'opposition à cette inscription de l'IVG dans la Constitution. Un des arguments qui avait été évoqué, c'était notamment le fait que l'avortement n'est pas menacé en France. Mais on voit bien dans beaucoup de pays que l'avortement, on peut revenir en arrière très facilement et que, comme le disait Geneviève Fraisse, c'est un droit réversible, toujours. C'est toujours un droit à part et jamais un droit à part entière. Donc pour nous, c'était important. C'était important que ce soit inscrit dans la Constitution après ce qui s'est passé aux États-Unis. Mais c'était important aussi en termes de messages forts, justement, pour toutes les femmes qui vivent aujourd'hui dans des pays où l'avortement est interdit, où il est illégal et où aujourd'hui encore beaucoup de femmes meurent d'avortements non sécurisés. C'est en gros une femme qui meurt toutes les 9 minutes aujourd'hui dans le monde d'un avortement non sécurisé. Donc en termes de message, pour elle, c'était important. C'est un message aussi important pour nous, parce qu'effectivement, on a inscrit ce droit dans la Constitution. Ce n'est d'ailleurs pas un droit qui a été inscrit, mais une liberté garantie à la femme de pouvoir avorter. Et pour que cette liberté soit garantie, il faut qu'il y ait tous les services effectifs qui permettent d'avoir cet accès à l'avortement partout, pour toutes. Vous l'avez dit, un symbole fort, encore plus fort puisque le président de la République a décidé de faire une cérémonie de scellement dans la Constitution le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, avec une icône de la chanson française qu'on ne se lasse pas d'écouter. Aux armes, citoyens, citoyennes, formons nos bataillons, marchons et chantons cette loi pure dans la Constitution. Aux armes citoyennes, moi elle m'a fait vibrer cette Marseillaise, vous aussi ? Ah ouais, beaucoup, surtout Catherine Ringer. C'était un grand moment d'émotion. Donc beaucoup de symboles forts et de messages très forts ce jour-là, notamment qui ont retenti à l'international. Est-ce que pour vous, c'est l'aboutissement d'un combat ? C'est le début d'un nouveau combat. C'est pas un aboutissement, parce qu'en fait, on se bat toujours pour ce droit. On se bat pour obtenir ce droit à l'avortement. On se bat pour qu'il s'applique, et on va peut-être en parler là aujourd'hui, et on se bat pour qu'il ne régresse pas. Et c'est un combat qui implique non seulement la France, mais qui implique tous les pays. C'est-à-dire qu'il y a une grande solidarité
internationale autour de ce droit, parce que quand ce droit recule dans un pays, on sait qu'il peut reculer partout. Et je pense qu'il y a un autre point qui est très très important, c'est que quand l'avortement recule, quand les droits des femmes reculent, c'est aussi la démocratie qui recule et inversement. On peut regarder les pays aujourd'hui qui ne sont pas démocrates, ces pays qui aujourd'hui ont des gouvernements populistes. Les premières choses auxquelles ils s'attaquent, ce sont les droits des femmes. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment important pour ces raisons-là aussi. De sécuriser. De le sécuriser et puis surtout de le faire savoir et de se dire que c'est possible de le faire dans d'autres pays. Il y avait un autre pays qui l'avait fait avant la France, dont on parle très peu, c'est l'ex-Yougoslavie, qui n'existe plus aujourd'hui, mais c'était un droit qui était inscrit dans la Constitution. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, dans un pays comme la Hongrie, ils ont inscrit dans la Constitution à la fois le fait que le mariage, c'est le mariage entre un homme et une femme, et on a inscrit aussi dans la Constitution le droit de l'enfant à naître. Donc on a vraiment, nous, intérêt à être très vigilants en permanence par rapport à ce droit à l'avortement, qui est quand même le droit fondamental des femmes à disposer de leur corps. Tout à fait. Donc, selon vous, c'est peut-être plus une étape qu'un aboutissement en soi, en fait. Oui, parce qu'effectivement, aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur ça, mais on n'a pas attendu qu'il soit inscrit dans la Constitution pour dire qu'il y a quand même encore beaucoup d'endroits où avorter, c'est le parcours de la combattante pour les femmes. Et donc, c'est en ce sens-là que je disais que ce n'était pas du tout un aboutissement, mais qu'on va continuer. On va continuer parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans une région comme les Hauts-de-France, c'est 1 centre sur 2 qui applique la loi telle qu'elle a été votée en 2022, la loi Gaillot, avec l'allongement des délais. C'est encore aujourd'hui en France qu'il existe une double clause de conscience sur l'IVG. Donc, on continue le combat et on ne va pas s'arrêter là. Non, ça c'est sûr. On va en parler. Vous parliez du parcours de combattant. Aujourd'hui, seulement 2,9% des généralistes et gynécologues pratiquent l'IVG, 3,5% de sages-femmes d'après un rapport parlementaire qui avait été fait en 2020. Et ce rapport dit aussi, je le cite, « La charge du maintien effectif repose essentiellement sur une poignée de praticiens militants dont beaucoup se trouveront à la retraite ». Les médecins ne pratiquent pas l'IVG aujourd'hui en France ? Déjà, dire que les médecins ne pratiquent pas l'IVG, c'est pas tout à fait juste. Mais effectivement, il y a des médecins qui pratiquent l'IVG depuis toujours et qui sont très mobilisés sur ce sujet et qui font en sorte que les femmes puissent avoir accès à l'avortement. Peu de médecins, à en croire les chiffres. Voilà, alors peu de médecins, mais en même temps, c'est très peu enseigné, j'ai envie de dire, dans les formations initiales des professionnels de santé. D'accord. Il y a une thèse qui avait été faite il y a déjà quelques années, disant que si les médecins en fac de médecine avaient 2 heures sur l'avortement et la contraception, c'était à peu près le tout. Alors après, nous, par exemple, au planning, on a des médecins très mobilisés et on a aussi des stagiaires médecins qui viennent faire un stage interné au planning pendant 6 mois, qui pratiquent des IVG, qui pratiquent aussi des consultations de contraception, qui vont participer à des séances d'éducation à la sexualité. Donc, il y a des médecins qui sont très mobilisés sur le sujet, et puis des sages-femmes aussi. Et ça, je crois que c'est important de le dire, puisque dans la loi Gaillot, les sages-femmes pouvaient faire aussi des IVG instrumentales. Depuis 2016, elles peuvent faire des IVG médicamenteuses. Et normalement, avec la loi Gaillot, elles devraient pouvoir faire des IVG instrumentales. Il y a une expérimentation qui aurait dû se terminer en 2023, auquel elles ont été très peu sollicitées pour y participer. Le décret définissant leurs conditions d'exercice de l'IVG instrumentale est sorti le 16 décembre 2023, presque 2 ans après la loi. Et ce décret, il est absolument incroyable, puisqu'il leur pose des conditions draconiennes telles qu'il faut quasiment 4 médecins pour vérifier qu'elles font bien l'avortement par voie instrumentale. Donc ce décret, il a été décrié par plusieurs organisations professionnelles, par plusieurs associations féministes aussi. Il est en cours de réécriture. Donc on espère que les sages-femmes vont pouvoir prendre leur place. Mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'effectivement, si on ne vous en parle pas pendant vos études, si vous n'êtes pas très mobilisé sur le sujet, vous n'allez pas avoir envie de faire des avortements, parce que ce n'est pas non plus un acte qui est valorisé dans le milieu médical aujourd'hui. Donc il y a à la fois, c'est pour ça que c'est important de ne pas dire tous les médecins. Il y a beaucoup de médecins qui ont envie, d'une part, de former de jeunes médecins là-dessus. Il y a des jeunes médecins qui ont envie de se former. Sur les sages-femmes, c'est exactement la même chose aussi, c'est important. Mais c'est important aussi de faire en sorte que sages-femmes comme médecins puissent pratiquer les IVG dans de bonnes conditions, à la fois dans les services, à la fois en cabinet libéral, parce que c'est aussi possible maintenant pour tout le monde.
Et puis qu'on puisse aussi valoriser cet acte de l'avortement. Il faut savoir que c'est quelquefois très compliqué, par exemple pour les sages-femmes, de pouvoir avoir une convention avec un hôpital, parce que quand vous faites des IVG médicamenteuses, vous devez avoir une convention avec un hôpital, être pas trop loin de l'hôpital, etc. Et on se rend compte que pour certaines sages-femmes, c'est encore très compliqué d'obtenir des conventions avec certains hôpitaux, parce qu'il y a aussi encore le fait que pour certains gynécologues obstétriciens, les sages-femmes ne sont pas les mieux placées pour faire des avortements. Alors que si vous prenez un pays comme la Suède aujourd'hui, quand vous faites gynéco ou quand vous faites sage-femme, Il y a ces enseignements. vous allez prendre effectivement de façon globale la santé des femmes. Donc il n'y a pas de double clause de conscience sur l'avortement. Et vous prenez en charge les femmes dans leur globalité, parce que c'est bien souvent la même femme qui avorte, qui a besoin d'une contraception, qui a besoin d'une consultation gynéco et qui accouche. Voilà. Tout à fait. Et je crois que c'est vraiment important, cette approche globale de la santé des femmes. Donc, oui, je pense qu'il y a vraiment besoin de réinscrire l'avortement comme étant un soin comme un autre dans la formation médicale et dans les formations de sage-femme et dans les formations initiales et continues, pour qu'on puisse favoriser l'accès à l'IVG dans de bonnes conditions sur l'ensemble du territoire. C'est d'autant plus vrai qu'on a quand même des territoires où on a des déserts médicaux. Donc si sur un désert médical, vous avez déjà très peu de professionnels de santé, qu'en plus ces professionnels opposent leur clause de conscience, vous voyez bien comment c'est compliqué pour les femmes sur ces territoires-là d'accéder à l'avortement. Si en plus vous êtes une femme qui n'a pas de voiture, qui n'est pas mobile ou qui a des conditions un peu de précarité, c'est vraiment compliqué. Depuis 2007, le planning familial peut pratiquer des IVG médicamenteuses. Tous les centres de planification qui sont maintenant devenus des centres de santé sexuelle peuvent pratiquer des IVG médicamenteuses. Alors, selon le contexte, là où ils sont inscrits, ils le pratiquent ou ils ne le pratiquent pas parce qu'ils ont quelquefois autour d'eux, juste à côté, l'hôpital qui le fait, etc. Mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, tous les centres de santé sexuelle aujourd'hui peuvent pratiquer les IVG médicamenteuses, voilà, et les centres de santé pourraient pratiquer les IVG instrumentales, mais c'est encore très compliqué aujourd'hui, donc on espère que ça va avancer sur ce sujet-là aussi. Oui, donc ça n'a pas contribué à favoriser l'accès, parce que j'ai vu un chiffre, c'est environ, je crois, 130 centres qui ont fermé depuis 15 ans pour pratiquer l'IVG. Alors, est-ce qu'à côté de ça, le fait que, par exemple, le planning familial ou des centres agréés puissent le faire, ça a contribué à améliorer l'accès ? Ce qui est important de dire, quand vous dites 130 centres ont fermé, c'est parce qu'on a été dans un processus de regroupement de grands centres. Et on a parlé des maternités qui fermaient, et on n'a pas parlé du fait que quand une maternité fermait, à côté, il y avait le centre IVG qui fermait aussi. Et ça ne fait pas la une des journaux. C'est important de le dire. Donc c'est pour ça, je pense que c'est important de remettre ça dans son contexte. Tout à fait. Donc voilà. Et puis il y a aussi une autre forme d'accès à l'avortement qui est important, qu'on a vu se développer au moment du Covid, qui est l'IVG par téléconsultation. La télémédecine, c'est aussi un progrès qui doit permettre à des femmes de pouvoir accéder plus facilement à l'avortement au moment où elles le souhaitent. Par exemple, certaines femmes préfèrent avorter tranquillement chez elles, voilà. Donc ça doit être, c'est quelque chose qui s'est bien passé pendant le Covid. Et puis après, on a reculé un peu par rapport à ça. Et je pense que c'est vraiment aussi quelque chose qui doit pouvoir se développer à condition que ce soit le choix des femmes. Il ne faudrait pas qu'on dise, écoutez, maintenant, vous pouvez faire une IVG par téléconsultation, vous pouvez faire une IVG en libéral, donc on va fermer des services IVG, on va plus donner de moyens aux centres de santé sexuelle, puisque c'est facile maintenant d'accéder à l'avortement. Non, ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est de dire il faut que les méthodes d'avortement soient accessibles à toutes, à condition que ce soit un choix. Qu'on n'impose pas aux femmes de devoir avorter, par exemple, par voie médicamenteuse, si elles ne le souhaitent pas, jusqu'à des délais importants. Vous avez peur de ça ? Oui, bien sûr, mais c'est ce qui se passe déjà aujourd'hui. Pour vous le dire très concrètement, sur les 14-16 semaines aujourd'hui, c'est un centre sur deux au niveau de l'IVG qui le pratique dans la région des Hauts-de-France. Et certains centres le font par voie instrumentale, mais d'autres centres ne le font pas par voie instrumentale, le font par voie médicamenteuse, comme pour une interruption médicale de grossesse. Ça n'a pas du tout le même impact pour les femmes. D'où la nécessité de vraiment faire en sorte que
dans le service public aujourd'hui, et ça a toujours été un combat du planning, que l'avortement s'inscrive dans les politiques publiques de santé et que dans les services publics de santé, aujourd'hui, on puisse pratiquer l'avortement sous les deux formes et en réponse au choix des femmes. Il faut savoir que de toute façon, aujourd'hui, une femme qui veut avorter, elle va toujours avorter le plus vite possible. Donc quand on parle des IVG tardives, je le mets entre guillemets, c'est souvent que les femmes soit n'ont pas pu avorter avant, soit qu'elles ont découvert leur grossesse tardivement, soit qu'elles ont quelquefois été mal orientées, puisque la double clause de conscience dont on parle oblige normalement les professionnels de santé à orienter vers un service ou vers une personne qui va pratiquer l'IVG. On n'a pas de chiffres par rapport à ça, mais on n'est pas sûr que ça se fasse tout le temps, puisque nous, on voit arriver au planning des femmes qui nous disent j'ai fait 2 ou 3 consultations et voilà, et j'ai toujours pas accès à l'avortement. Voilà. Et donc, vous l'évoquiez à l'instant, la loi Veil a ajouté une clause donc, de conscience pour pratiquer l'IVG, en plus de celle qui existait déjà dans le code de déontologie des médecins. Est-ce que pour vous, le problème, il est vraiment là ? C'est un des problèmes, c'est pas le seul problème. Et cette double clause de conscience, si on refait un petit peu d'histoire, c'était au moment de la loi Veil un compromis pour pouvoir faire passer cette loi. Et je rappelle que la loi Veil arrivait à un moment où effectivement des médecins ont dénoncé le fait qu'ils voyaient arriver dans leur cabinet des femmes qui avaient subi des avortements clandestins dans de très mauvaises conditions. Certaines en mouraient, certaines en sortaient mutilées, stériles. Donc la loi Veil a d'abord été une loi de santé publique en disant il faut mettre fin à ce scandale que sont ces avortements clandestins qui ne répondent pas de toute façon à la demande des femmes, sachant que les femmes, quand elles voulaient avorter, elles avortent, dans de bonnes ou dans de mauvaises conditions. Et c'est toujours vrai aujourd'hui partout. Donc c'était d'abord une loi de santé publique. Et pour faire passer cette loi, ça a été un compromis avec l'ordre des médecins à l'époque et avec l'Église catholique. Donc on a ajouté cette double clause de conscience. Sauf qu'aujourd'hui, depuis, la loi Veil a beaucoup progressé. On a supprimé, par exemple, la notion de détresse. Je rappelle que la notion de détresse n'a été supprimée qu'en 2014, il y a 10 ans. Voilà. Ouais. Ça, je crois que c'est important de le dire, qu'elle n'a été remboursée qu'en 82, qu'elle a été gratuite complètement qu'après 2016. Voilà. Donc ça, je pense que c'est important de le dire. Et ce qui est derrière cette double clause de conscience aussi, c'est une stigmatisation de l'acte d'avortement. Quand on parlait tout à l'heure de la formation médicale, etc., ça reste un droit qui n'est pas tout à fait comme les autres. Un soin c'est qui vu n'est comme pas un acte toléré. Voilà, c'est un peu un acte. Et dans les soins, c'est pas très valorisé d'être le médecin ou la sage-femme qui fait les avortements. Et ça devient tabou, du coup, l'avortement, ou c'est quelque chose que vous, par exemple, quand vous recevez des femmes qui ont envie d'avorter et puis qui ont vu des médecins juste avant, est-ce que c'est quelque chose dont elles n'ont pas envie de parler, mais oui, de tabou Alors, j'ai envie de dire, c'est pas tabou pour tout le monde. Il y a des femmes qui maintenant savent bien quel est leur droit et ont vraiment envie d'avorter et savent très bien quel est le parcours. Mais il y a aussi des personnes pour qui c'est encore le tabou, ce tabou de l'avortement. On n'en parle pas. Par exemple, quand vous cherchez des témoignages de femmes qui veulent avorter, vous en trouvez quelques-uns, mais il y en a beaucoup qui disent maintenant que c'est fait, j'en parle plus. J'ai plus envie d'en parler. C'est pas un sujet dont on parle encore facilement aujourd'hui. Et le fait que cet acte soit un acte à part au niveau aussi des soins, eh bien, ça renforce aussi cette culpabilisation par rapport à l'avortement. Et puis, quelquefois, et je crois que c'est important de le dire, dans la formation des professionnels, et pas que des médecins, mais de toutes les professionnels qui travaillent autour de l'avortement, ce serait vraiment important d'en parler parce que quelquefois, on a quand même des témoignages de femmes qui nous disent j'ai téléphoné au centre et on m'a dit est-ce que vous aviez une contraception, etc. Il faut savoir qu'aucun moyen de contraception n'est efficace à 100%, que l'avortement, ça concerne une femme sur 3, de toute façon. Donc, c'est un acte courant dans la vie des femmes et qu'il serait temps de changer un peu de regard sur l'avortement et de l'intégrer vraiment comme un soin dans toutes les structures de soins. Et puis, je pense, là, je sors un petit peu du lot, mais du coup, moi, je suis une jeune femme, j'ai juste 20 ans. Et je pense que aussi, c'est important de parler de la stigmatisation qu'on a, nous, les jeunes femmes, sur justement toutes ces questions de grossesse. Moi, je sais que j'ai eu des mauvaises expériences, notamment en pharmacie, de pharmaciennes qui n'étaient pas du tout, bienveillantes à mon égard.
quand j'ai demandé un test de grossesse ou comment on faisait pour avorter, etc. Parce que justement, j'ai été stigmatisée parce que j'étais jeune et donc pas légitime. C'est ça. Alors, il y a encore un tabou autour de la sexualité des jeunes. Et Aussi. ça, je crois que Plus c'est largement. important. C'est important de le dire. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on considère que bien vivre sa sexualité, c'est un élément important du bien-être et de la santé d'une façon générale. Il y a une étude qui est sortie récemment par l'OMS, mais aussi par l'Institut Guttmacher, qui montre que dans les pays où l'avortement n'est pas légal, où il n'est pas autorisé, il y a un impact très fort sur la santé mentale des femmes. Et je pense que c'est important de dire que forcer une femme à poursuivre une grossesse dont elle ne veut pas est une violence inouïe. Bien sûr. Voilà. Comment on avorte aujourd'hui en France ? Comment on avorte en France Comment on aujourd'hui ? avorte ? Eh bien, selon plusieurs méthodes, vous pouvez choisir. D'abord, il faut déjà avoir accès à une information qui soit juste et fiable. Et trouver, quand je parlais tout à l'heure du parcours de la combattante, c'est aussi quelquefois des témoignages qu'on a au planning. Parce que quand vous tapez sur Internet, eh bien, vous tombez parfois sur le site ivg.gouv.fr, qui est le site officiel, ou sur IVG les adresses, ou vous allez sur le numéro vert du planning familial, et ça, vous trouvez ces renseignements-là assez facilement. Mais quelquefois, vous tombez sur des sites anti-avortement, qui ne se présentent pas comme des sites anti-avortement, mais qui se présentent comme des sites qui vont vous donner une information, vous aider à réfléchir, etc. Et qui vous donnent en fait de la désinformation, qui vous font flipper aussi sur l'avortement, en vous mettant en avant des conséquences traumatiques, des conséquences difficiles pour votre santé, etc., etc. Donc il faut déjà passer ce cap-là. Donc déjà accéder à la meilleure information possible sur l'avortement, qui devrait d'ailleurs être donnée dans toutes les séances d'éducation à la sexualité si la loi de 2001 sur l'éducation à la sexualité était appliquée correctement. Il faut savoir que, par exemple, autour de l'avortement, il y a eu une campagne nationale d'information sur l'avortement en 2015, et c'est la seule. Il n'y en a pas eu depuis. Non. Voilà. Donc, il existe des informations auxquelles on peut accéder si on va au planning, si on va sur Internet, etc. Mais il y a des campagnes nationales sur plein de sujets, mais sur les questions de sexualité, il y en a très peu. Très peu. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc déjà, avoir la bonne information, savoir où s'adresser. Dans la loi Gaillot, par exemple, il était stipulé la nécessité d'un répertoire national qui rende facile l'accès aux structures et aux médecins et aux sages-femmes qui donnent accès à l'avortement, réellement. On attend toujours ce répertoire, on espère, on a bon espoir qu'il va sortir, mais ça fait 2 ans, la loi Gaillot, quand même. Donc, et il n'y a pas une précipitation forte sur ces sujets-là, quand même. Voilà. Donc ça, c'est la première étape, avoir la bonne information. Et après, si on veut avorter, eh bien, on peut aller voir soit un médecin ou une sage-femme en qui on a confiance, dont on sait qu'il ne va pas vous juger. Enfin, ça, je crois que c'est quelque chose d'important. Aller au planning familial, aller dans un service IVG, aller dans un centre de santé sexuelle ou un centre de planification, et puis vous faire expliquer les 2 méthodes. Donc, vous avez la méthode médicamenteuse qu'on peut pratiquer jusque 9 semaines, qui peut se pratiquer soit avec le professionnel de santé que vous allez rencontrer, soit aussi par télémédecine, toujours en passant par un professionnel de santé. Et au-delà de 9 semaines, c'est une IVG par voie instrumentale qui peut se pratiquer dans les hôpitaux qui sont aujourd'hui répertoriés normalement dans la région. Et si vous renseignez, votre médecin doit pouvoir vous donner les coordonnées de ce centre IVG auquel vous pourrez accéder. Alors comment une méthode est privilégiée par rapport à une autre ? Je pense par rapport au rapport de 2020 sur le rapport parlementaire qui disait que parfois les femmes n'avaient pas forcément le choix sur la méthode qu'elles souhaitaient employer. Oui, exactement, c'est ce que je vous disais, parce que par exemple, on va repartir sur les études médicales, l'IVG instrumentale est très peu enseignée. Donc si vous n'en avez pas pratiqué, vous allez plutôt orienter les femmes vers une IVG médicamenteuse. Et on sait que certains centres hospitaliers, alors pas dans les Hauts-de-France à ma connaissance, mais par exemple dans l'Est, ont pratiqué des IVG médicamenteuses jusque quasiment la fin du délai légal. Voilà, alors... J'ai envie de dire, ce qui est compliqué là-dedans, c'est qu'effectivement, on dit l'IVG médicamenteuse, on prend un comprimé, puis c'est fini. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Ça provoque des contractions, ça peut être douloureux. Donc, c'est bien souvent nécessaire aussi d'avoir à côté de ça un accompagnement avec des antidouleurs, etc. Et donc, je pense que c'est vraiment important de savoir comment les femmes ont envie d'avorter. Pour certaines, elles vont se sentir beaucoup plus sécurisées si elles font ça tranquillement, chez elles, à la maison, avec une copine, avec leur compagnon, etc.
Pour d'autres, c'est pas possible. Je pense à des jeunes femmes mineures, mais à d'autres femmes qui n'ont pas du tout envie que leur compagnon ou que leur famille soit au courant qu'elles avortent. Elles se sentiront beaucoup plus sécurisées dans un lieu neutre, à l'hôpital ou dans un centre de santé sexuelle. Donc c'est vraiment important de bien écouter les femmes. C'est ce que disait Simone Veil, hein, il suffit d'écouter les femmes. Et je pense qu'il faut vraiment pouvoir dialoguer sur la méthode que l'on a envie d'avoir pour avorter et que ce choix soit privilégié. Or, bien souvent, ça nous arrive dans les Hauts-de-France que des femmes viennent nous dire écoutez, j'ai téléphoné à l'hôpital, on m'a dit c'est pas vous qui choisirez, c'est le médecin. Ça, c'est pas normal, c'est pas admissible. Alors, on sait bien que l'hôpital public, aujourd'hui, il est en difficulté, qu'il y a des difficultés de professionnels de santé, des difficultés de ressources humaines, etc. Mais c'est pour ça que je dis aujourd'hui qu'il faut vraiment que l'avortement soit intégré dans les politiques publiques de santé, qu'il soit considéré comme un soin et qu'il soit accessible à tout le monde avec la méthode de son choix. Mais que ça aille plus loin que la constitutionnalisation. Exactement. Et que tous les symboles qu'on a mis autour de ça. Voilà, c'est ça, qu'on rende vraiment effectif l'accès à l'IVG sur l'ensemble du territoire et pour tout le monde. Et je parle des territoires en métropole, mais regardez ce qui se passe aussi dans les Dromes, en Guyane, en Martinique, etc. etc. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que, par exemple, à Mayotte, aujourd'hui, où on connaît l'état du service public de santé, on arrive à presque proposer à des femmes comoriennes d'être stérilisées, par exemple, et que l'accès à l'IVG est compliqué. Alors que, je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui nécessité de pouvoir renforcer la notion d'accès à l'IVG, la notion de choix. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important. Et de faire en sorte que chaque personne doit pouvoir avoir un accès effectif à l'avortement. La constitutionnalisation est une étape, mais ce n'est pas du tout un aboutissement. Donc il faut appliquer la loi, parce que quand on vous entend, on a l'impression qu'il y a déjà presque tous les outils juridiques qui sont à disposition Bien sûr. de l'État. C'est un manque d'effectivité, en fait. Oui, c'est ça, c'est vraiment un manque d'effectivité, mais ce n'est pas la seule loi. On a je parle de l'avortement, mais la loi sur l'éducation à la sexualité, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait de l'éducation à la sexualité ? Ce n'est pas simplement faire de l'information, c'est faire de l'éducation. C'est travailler sur les notions de consentement, sur la notion de droits sexuels et reproductifs, sur la notion de respect. Donc ça fait vraiment partie, c'est vraiment faire de la prévention des violences. Donc ça fait vraiment partie de l'éducation de base des citoyennes et des citoyens. Et donc, ça devrait être aussi une priorité dans tous les cursus scolaires. Alors, j'espère qu'on va avancer sur ce sujet-là également. Mais pour moi, ça va de pair de considérer qu'effectivement, la sexualité fait partie de la vie de tout un chacun et de son épanouissement. Ouais, parce que moi, je ne me rappelle pas du tout à l'école. On avait des ateliers d'éducation affective et sexuelle, mais on parlait beaucoup du VIH ou des maladies sexuellement transmissibles. Oui, et même c'était beaucoup plus... Comment ça se passe concrètement, mais il n'y avait pas du tout les notions d'avortement, de consentement. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça à l'école, mais jamais. Alors c'est vrai que comme il y a normalement c'est 3 séances par an et par année d'âge. Aujourd'hui, on est content quand les élèves ont eu accès à une séance, quelquefois 2 séances tout au long de leur scolarité, et c'est bien souvent 4e, 3e. C'est ce que moi, j'ai des souvenirs en 4e seulement. Mais donc c'est souvent parce que les séances sont faites avec le soutien du conseil départemental qui est et des centres sociaux aussi peut-être qui sont sur les territoires, sur le collège. Mais c'est vraiment, je pense, important de dire que ça doit vraiment démarrer depuis le début, parce que, par exemple, au planning, on a un programme qui s'appelle le PRODAS, qui est un programme qui démarre dès l'école maternelle et primaire. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on voit des enfants qui apprennent à parler de leurs émotions. Bien sûr qu'on ne va pas faire de l'éducation à la sexualité en parlant d'avortement et de contraception à des petits-enfants, mais on va pouvoir leur permettre de s'exprimer sur leurs émotions, sur le fait qu'effectivement, on ne touche pas quelqu'un s'il n'a pas envie. Donc, on peut déjà intégrer la notion de consentement, de respect. Et je pense que c'est vraiment important de pouvoir commencer dès le plus jeune âge. Et sur des programmes qui ont déjà aujourd'hui une histoire, je pense à des programmes dans des écoles de Marseille, dans des écoles de l'Hérault, etc., eh bien, ils nous disent très clairement aujourd'hui, mais ça fait baisser le niveau de violence dans toute l'école. Ça fait des enfants qui, au lieu de crier plus fort les uns que les autres, eh bien, écoutent ce que dit l'autre avant de parler, etc. Et donc, je pense que ça s'inscrit dans un
processus bien plus large. Oui, ça va au-delà des questions de Voilà. sexualité. Et c'est pas Bien sûr. simplement attention grossesse, attention sida, quoi. Bien sûr. Alors, on est dans la semaine du SIDAction, donc je crois que c'est important de dire que le sida est toujours présent et qu'il est toujours là et que effectivement la prévention baisse aussi par rapport à ça. Hein. On sait bien que des jeunes, par exemple, vont utiliser un préservatif au premier rapport et puis après, ils vont pas l'utiliser, qu'il y a beaucoup moins de dépistage, etc. Donc, il faut surtout pas baisser la vigilance là-dessus, mais ça peut pas être l'unique façon d'aborder la sexualité. On n'aborde pas la sexualité uniquement à travers les risques, hein, mais c'est vraiment dans une approche globale de bien-être et de choix personnels aussi et de non-jugement sur les questions de sexualité, de pouvoir vivre indépendamment. Je pense que c'est vraiment important de dédramatiser tout ce qui se passe autour de la sexualité, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre, et de faire en sorte que ce soit plus des sujets tabous. Et donc, en parlant de dramatisation, justement, les opposants à l'IVG font encore du bruit. Le pape François, notamment, a dénoncé un droit d'atteinte à la vie humaine. Comment évolue le combat autour de l'IVG depuis vos premières années de militantisme ? Alors, les opposants, ils ont toujours été là. Ils n'ont jamais désarmé et ils ont toujours été contre l'avortement en défendant, soi-disant, un droit à la vie. Voilà. Et on voit bien qu'aux États-Unis, 50 ans après, on est revenu en arrière par rapport à ce droit parce que ces opposants ont continué à faire beaucoup de bruit. Et parfois, ils arrivent au pouvoir. Et parfois, ils arrivent au pouvoir. Voilà. Et quand Trump est arrivé, ça a été une catastrophe. Il faut savoir qu'en Pologne, aujourd'hui, alors il y a un nouveau gouvernement qui vient d'arriver et on espère que des lois vont changer. Mais le gouvernement précédent, qui a été fortement, j'ai envie de dire, influencé par les mouvements anti-choix, par Ordo Iuris notamment, se sont vraiment opposés à l'avortement et ont même limité depuis 2021 l'avortement pour les femmes qui portaient des fœtus avec des graves malformations fœtales. Et on n'a pas hésité dans certains hôpitaux à regarder des femmes mourir sans les avorter d'un fœtus qui allait mourir de toute façon. Le médecin en face disant « tant que le cœur bat, moi je n'y touche à rien ». Alors dire qu'on défend la vie, moi ça me fait doucement rigoler parce que moi je défends la vie des femmes qui de toute façon ne peuvent plus vivre dans ces conditions-là. Et donc je pense qu'il faut arrêter d'appeler pro-vie des mouvements qui sont profondément anti-choix et pour qui une cellule embryonnaire compte plus que la vie d'une femme qui est bien vivante. Donc, moi, j'ai le sentiment qu'en travaillant sur le droit à disposer de son corps, on travaille pour renforcer la qualité de vie de tout un chacun ici, présent, aujourd'hui. Voilà. Cette année, le planning familial a plusieurs fois été victime d'attaques et de dégradations. IVG égale mort, IVG égale meurtre était parfois écrit sur le bâtiment. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez vu ça ? Bien, voilà, ce sont les mêmes dont on parlait tout de suite, qui n'ont pas du tout accepté le fait qui se sont toujours battus contre le droit à l'avortement. Alors que l'avortement entre dans la Constitution, là, ça les a énormément dérangés. Et le jour même du scellement, on avait une nouvelle fois une attaque avec ce que vous disiez là. Mais j'ai envie de dire que c'est leur défaite et c'est notre victoire d'une certaine façon. Et je pense que on va toujours continuer à se battre là-dessus. C'est vrai qu'ils sont très organisés au niveau européen, il faut le savoir, qu'ils ont des financements très importants, qui leur permet de faire des belles campagnes, qui leur permet d'organiser tous les ans des marches pour la vie, qui leur permet d'organiser aujourd'hui les 40 jours pour la vie, etc. Mais pour autant, ils sont très minoritaires. Ils essayent de faire beaucoup de bruit, mais majoritairement, et on l'a bien vu au moment de la constitutionnalisation, majoritairement, les Françaises et les Français sont pour que ce droit soit clairement inscrit et soit effectif de façon pérenne pour tout le monde. Donc je pense qu'ils ont perdu une bataille, mais ils ne l'acceptent toujours pas. Mais ça va continuer parce que là, on est dans un contexte où aujourd'hui, on voit bien tout ce qui est en train de se tramer contre les enfants trans, par exemple, contre les personnes trans d'une façon générale. On voit bien que la loi sur l'euthanasie les dérange encore plus aussi. Et donc on va avoir ces mouvements-là qui ne supportent pas qu'en fait, les Françaises et les Français n'adhèrent pas à leur projet mortifère contre l'avortement, contre la contraception, contre les droits des personnes LGBT,
contre l'euthanasie. Et en fait, on peut dire que ces gens-là, aujourd'hui, sont contre toute égalité entre les femmes et les hommes, sont d'une façon générale, contre l'égalité des droits, contre une société progressiste, en fait. Contre le progrès de la vie. Ouais. Voilà. Et vous parlez d'une victoire parce que vous avez milité dans les années 70 pour le... En fait, moi, j'ai commencé à militer au planning familial en 78. Et en 78, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la loi Veil, vous n'étiez pas né, bien sûr, mais la loi Veil, c'était une loi qui avait été votée pour 5 ans. Oui, tout à et fait. Donc, on a... Avec une clause de revoyure ou c'est Voilà, c'est comme ça. Et donc, elle a été revotée en 79. Donc, en 78, on a recollé des affiches, on a refait des manifestations pour dire qu'il faut qu'elle soit pérennisée et qu'elle soit pérennisée dans de meilleures conditions. Voilà. Donc, effectivement, c'est un droit, c'est un droit qui est toujours à conquérir, un droit réversible. Et je pense qu'on ne pourra jamais s'arrêter de combattre pour ce droit. Et on sait que des politiques natalistes, dans d'autres pays européens notamment, peuvent atteindre le droit à l'IVG. Quel regard portez-vous sur ce débat de la fécondité des femmes et sur notamment le réarmement démographique dont, si on reprend les mots du président de la République? Alors déjà, le terme réarmement, dans une période où on est vraiment où il y a des guerres quand même qui sont présentes dans plusieurs pays, voilà, des vraies guerres. C'est la notion de réarmer. Déjà, ça me paraît moi profondément mal choisi comme terme, hein, vraiment. Et puis de toute façon, l'idée c'est quand même que les enfants, il y avait un slogan d'IMLAC, hein, le mouvement pour la libération de l'avortement et la contraception, qui disait c'est quand même chouette de vivre quand on est désiré. Et donc je crois que imposer des politiques natalistes, ça n'a aucun effet. On l'a bien vu en Hongrie, hein, où le président Orbán a mis en place, et ça, c'est toujours en place, hein, une politique nataliste, parce qu'il voulait des enfants, mais bien des enfants hongrois, surtout pas des enfants d'immigrés, et surtout pas des enfants d'homosexuels. Il l'avait dit très clairement. Hein, donc il veut des enfants, des beaux petits-enfants blonds. Et ça marche pas vraiment, sa politique nataliste. Donc en fait, ce qui marche, en fait, c'est de donner envie de faire des enfants, mais à condition qu'on fasse les enfants dont on a envie. C'est surtout ça qui est important. C'est aujourd'hui donner aux femmes la possibilité de pouvoir avoir des enfants, mais de mener la vie professionnelle qu'elles souhaitent si elles en ont envie. Mais en aucun cas, on ne peut forcer qui que ce soit à faire des enfants et faire des politiques natalistes en sacrifiant finalement des droits pour les femmes. Ce n'est absolument pas possible. Donc j'ai envie de dire que les pays qui ont une natalité un peu vive, c'est aussi un des pays... Enfin, la France était jusque-là plutôt bien placée. Et ce qui est important, c'est de dire que si on a des enfants, il faut aussi qu'il y ait des moyens de garde pour les enfants, etc., etc. Et des conditions de travail qui permettent que les deux parents, qu'ils soient deux femmes, deux hommes ou un homme et une femme, puissent ensemble pouvoir s'occuper des enfants. Et donc là, on a encore beaucoup de chemin à faire sur les politiques d'égalité entre les femmes et les hommes, et aussi entre toutes les familles, parce que je crois que c'est aussi quelque chose qui est très, très important. Et c'est un projet important pour l'Europe. Là, pour le coup, je pense qu'on a vraiment, à l'approche des élections européennes, à avoir des politiques transversales sur ces questions-là. Un combat que vous allez mener. Merci beaucoup, Véronique Seillet. Merci beaucoup.